Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Je suis Magali Jouve, directrice de la communication chez Cara. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial puisque pour célébrer les 20 ans de la création des pôles et donc de Cara, nous allons aborder son histoire, son rôle, ses objectifs et les thématiques abordées depuis 2005. Les pôles de compétitivité ont été développés en France en plusieurs phases depuis leur création en 2005. Ces différentes phases ont permis de structurer et de renforcer les pôles de compétitivité en favorisant l'innovation et la collaboration entre entreprises, centres de recherche et établissements de formation. Alors pour en parler, quoi de mieux que d'accueillir à notre micro 3 des 5 présidents du pôle. Depuis 2005, ils ont tous contribué à l'évolution de l'UTB, devenue Cara en 2018. Alors, dans l'ordre chronologique, j'accueille tout d'abord Yves Lacroix, premier président du pôle de 2005 à 2007. Bonjour Yves. Bonjour Magali. Président de 2012 à 2015, j'accueille Philippe Grand. Bonjour Magali. Et enfin, président actuel de Cara depuis 2019, Gilles Lecard. Bonjour président. Magali. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter rapidement, votre parcours et vos fonctions actuelles, mais aussi au moment de votre présidence? On commence par vous, Yves. Volontiers. Donc, j'ai fait ma carrière chez RVI, Berliet auparavant, Renault Trucks à la fin, mais c'était toujours la même entreprise. J'y ai occupé différentes fonctions au sein du secrétariat général de la direction des ressources humaines. J'ai été directeur de l'usine de Blainville-sur-Orne en Normandie et puis secrétaire général et directeur des ressources humaines du groupe jusqu'à ma retraite. Philippe ? Alors moi j'ai commencé ma carrière en 1988 au GIAT, qui s'appelle Nexter maintenant, dans l'armement pour démarrer, dans l'électronique déjà à cette époque-là. Puis 2 ans après j'ai intégré Alstom Transport à Villeurbanne. Je suis resté 12 ans chez Alstom Transport où j'ai beaucoup appris, notamment sur les aspects électromobilité mais aussi informatique embarquée. Et je rejoins Irisbus qui est maintenant Iveco Bus en 2001. Et donc je suis toujours chez Iveco Bus aujourd'hui et je m'occupe de data, de logiciels et je suis aussi responsable du site de Vénissieux. Merci Philippe. Et enfin Gilles. Donc moi j'ai commencé ma carrière en 1993 en étant consultant pour ce qui était à l'époque Renault Véhicules Industriels. J'ai intégré l'entreprise en 1998. J'ai fait l'essentiel de ma carrière, qui est toujours en cours, à la direction de l'ingénierie au châssis et essentiellement à la direction des projets et des programmes, où je m'occupe toujours de la gamme lourde de Renault Trucks aujourd'hui au sein du groupe Volvo. Merci Gilles. Alors, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs qui ne connaissent pas les pôles de compétitivité, je vais donner une définition un petit peu formelle. Un pôle de compétitivité est un réseau qui fédère des entreprises, des organismes de recherche et de formation, ainsi que tous les acteurs privés et publics, pour soutenir l'innovation au service du développement économique et de la compétitivité des entreprises sur un territoire. Chaque pôle intervient sur une thématique spécifique, Cara étant dédié au transport et à la mobilité. Alors, depuis 2005, Cara a accompagné plus de 470 projets. C'est aujourd'hui une équipe d'animation de 18 personnes, un bureau composé de 13 vice-présidents en plus de vous, Gilles, et un conseil d'administration réunissant 42 administrateurs. Alors, cette première question s'adresse à vous, Yves, particulièrement, puisque vous avez été le premier président dès 2005, dès la création du pôle. Alors, pouvez-vous nous raconter qui a lancé le projet, dans quel objectif et pourquoi avoir recherché la labellisation pôle de compétitivité ? L'aventure a démarré au niveau national par l'impulsion de l'époque, à l'époque des pouvoirs publics, de démarrer sur l'ensemble du territoire un certain nombre de pôles de compétitivité visant, et l'UTB s'est tout à fait inscrit dans ce schéma-là, à développer la collaboration en matière d'études et de recherche et de moyens d'essai entre les grandes entreprises, les plus petites entreprises, voire même les TPE, les universités, les laboratoires divers
Et de ce point de vue-là, Lyon, en raison de son passé industriel, de son histoire, de l'implication aussi à la fois du Grand Lyon, de la Chambre de commerce, s'est inscrit dans ce schéma-là de manière extrêmement dynamique, extrêmement engagée, et a sollicité des entreprises, parmi lesquelles évidemment Renault Trucks, très ancienne entreprise, et Irisbus également, et d'autres dont nous allons certainement parler. Alors, à vous trois, vous êtes encore issus d'une grande entreprise. Justement, on en a parlé, entreprise membre fondateur du pôle LUTB à l'époque. Qu'est-ce qui anime, selon vous, la volonté de ces entreprises de s'investir dans le pôle ? Philippe, je commence par vous. Merci Magali. En ce qui concerne Iveco Bus, nous avons sur le territoire en région lyonnaise notre centre de R&D. Donc un fort ancrage industriel aussi en France avec 2 usines qui fabriquent et qui conçoivent des cars et des bus pour l'Europe entière. Et donc intégrer le pôle et s'investir dans sa gestion était pour nous une évidence du fait qu'on souhaitait intégrer les acteurs locaux, que ce soit des PME, des ETI, mais aussi des centres de formation, des laboratoires, de manière à nous accompagner dans les challenges qui étaient devant nous, parce qu'à l'époque c'était l'UTB 2015, donc ça paraissait déjà assez loin, et à cette époque-là l'électromobilité en était assez balbutiement. Donc on cherchait vraiment des partenariats pour relever tous ces défis technologiques. Et je crois qu'on peut rajouter que toutes les grandes entreprises ont besoin d'être impliquées localement, d'autant plus que pour un certain nombre d'entre elles, on appartient à des groupes internationaux, donc cet ancrage local reste important. Ce qui était le cas avec des TPE à l'époque de la création reste vrai aujourd'hui avec des startups où on a besoin d'avoir ce maillage, d'avoir ces connexions, et faire partie d'un pôle, et encore mieux faire partie de sa gouvernance, nous permet d'avoir cette proximité qu'on pourrait ne pas avoir si on restait centré sur nos propres activités. Et participer à ce mouvement nous est apparu comme, je dirais, une espèce de nécessité, je dirais pas un devoir, mais une certaine nécessité de pouvoir partager notre expérience, voire nos moyens, avec des petites entreprises, des laboratoires, mêler toute cette culture et s'y associer. Ça nous a paru nécessaire pour affirmer notre ancrage sur le territoire, et je crois que plus on appartient à un groupe international, plus il est important de s'ancrer sur les territoires sur lesquels on est implanté. Et justement, du coup, j'imagine qu'au démarrage, ça n'a pas été aussi simple que ça de convaincre des entreprises parfois concurrentes de travailler ensemble. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné en 2005 et pourquoi ça fonctionne encore aujourd'hui, selon vous ? En fait, les deux métiers, transport de personnes et transport de marchandises, utilisent des véhicules dits lourds, industriels, et qui s'appuient sur des fonctions qui peuvent être identiques en termes de motorisation, en termes de batterie, etc. Donc, bien qu'on soit concurrent, on est intégrateur aussi de fonctions. On est motoriste, certes, mais intégrateur de fonctions. Et donc, on a su gérer ça intelligemment en prenant la partie technologique comme la partie la plus importante et en laissant la partie industrielle et développement pur aux entreprises, en fait. Mais c'était plus les technologies, notamment sur les batteries, mais pas que, qui nous intéressaient à cette époque-là, d'où la nécessité de travailler ensemble en toute intelligence pour justement progresser sur ces sujets. Le pôle, l'appartenance au pôle nous permet de mettre en place des projets collaboratifs. C'est essentiellement dans les phases d'innovation. Et puis ensuite, donc c'est là que les grandes entreprises peuvent se retrouver. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne mentionne pas, c'est que les objectifs sont les mêmes. Donc on travaille à créer le cadre, la structure qui permet d'avoir ces collaborations. En pratique, c'est assez rare qu'on soit sur les mêmes projets entre les différentes grandes entreprises. C'est en général un d'entre nous qui entraîne un certain nombre de plus petits acteurs ou de centres de recherche ou d'enseignement. Bon, ce n'est pas une totale exclusion. Et puis effectivement, après ces aspects d'innovation collaborative, les règles de la concurrence étant ce qu'elles sont, on est complètement étanches l'un par rapport à l'autre, évidemment. Mais cette collaboration pour promouvoir l'innovation, promouvoir des nouvelles solutions est vraiment une des clés de ce qu'on arrive à faire au sein du pôle, à travers par exemple les projets qu'on labellise. Le succès du pôle était lié à cette nécessité d'étanchéité et en même temps de collaboration, à gérer ce paradoxe de la
concurrence sur certains produits, que ce soit direct ou via les groupes. Et puis, la nécessité de mettre en commun, d'animer, de promouvoir des solutions qui pouvaient ensuite, par capillarité, irriguer les différentes entreprises. Mais être capable de garantir cette étanchéité était fondamental, faute de quoi le pôle n'aurait pas pu se développer et assurer à ses participants les bases même de leur indépendance. Ben oui, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, on voit bien que bien souvent les entreprises, elles ne sont pas que concurrentes, elles sont parfois très complémentaires. Et c'est tout l'intérêt aussi d'un pôle de rassembler des acteurs qui peuvent se croire concurrents, mais qui finalement peuvent travailler ensemble pour développer des projets d'innovation. Voire même sur certains éléments, clientes les unes des autres. Absolument. Et du coup, alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la présidence du pôle ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous ? Yves ? Eh bien, j'ai reçu un appel pressant du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'époque, qui s'appelait Jean-Paul Mauduit, qui était auparavant président de la métallurgie, à laquelle chambre syndicale dont nous faisions partie, et moi en particulier, et qui m'a sollicité. J'ai proposé ça à la direction générale de l'entreprise. On a sollicité notre actionnaire, Volvo, pour lui demander s'il y verrait un inconvénient ou si ça poserait un problème. Pas du tout, bien au contraire. Et il n'y a pas eu de difficulté de ce côté-là. Donc j'ai été sollicité par la Chambre de commerce et j'ai dit oui. J'étais très intéressé par le sujet. Vous aviez envie de relever le challenge ? Exactement, démarrer quelque chose. C'est une aventure que nous avons vécue les uns et les autres, puisqu'on est parti vraiment du terrain. Greenfield, comme on dit. Et il a fallu tout construire, créer les structures, mettre en place les dispositifs qui permettaient de récolter les projets, de les valider, de les présenter, mettre en place une petite équipe. Tout ça est parti de la feuille blanche. Et justement, l'équipe, elle était de combien de personnes à l'époque ? Au départ, quelques-unes, vraiment quelques-unes. Un directeur qui vous a précédé et un peu de moyens administratifs mis à notre disposition par la Chambre de commerce ainsi que des locaux, parce qu'on n'avait rien. Mais sauf notre bonne volonté et un peu de créativité. Donc on a démarré comme ça et ensuite on est parti un peu à la pêche pour présenter aux entreprises, présenter aux différentes structures tout l'intérêt qu'ils pouvaient trouver à adhérer au pôle. Parce qu'il fallait quand même qu'ils y adhèrent, avec ce que cela signifie. Parce qu'il fallait quand même bien qu'on vive. Donc, payer une cotisation. Voilà. Ok, donc vous, c'était le challenge. Et vous, Philippe, qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'est de me présenter à la présidence et dans le cadre un petit peu de l'alternance entre transport de marchandises d'une part avec Renault Trucks et transport de personnes avec Iveco. Ça me paraissait important effectivement de mettre en avant un petit peu les besoins propres au bus, au transport de personnes. Alors certes, on a évidemment des synergies entre nous, mais il y a quand même des petites choses qui sont spécifiques au bus. Donc voilà, ces 4 ans de présidence m'ont permis de pousser un petit peu plus le bus que d'habitude et c'est très bien. Et voilà, donc j'étais très content de ça. Et vous, Gilles ? Alors, je pourrais raconter que j'avais plein d'ambitions, etc. Mais la réalité, c'est que j'ai été sollicité à l'époque où Bernard Moda allait quitter la présidence. Donc, je vais être honnête, c'était un peu par hasard et j'ai découvert le fonctionnement du pôle pendant quelques temps. Puis ensuite, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Il y avait beaucoup de challenges. C'était une époque où il y avait pas mal de changements, de renouvellement de labels, de travail à faire sur l'équipe. Ce qui était au début un petit hasard est devenu... Je pense que j'ai pris goût et j'ai vu l'intérêt de ce rôle. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de temps en temps d'oublier ma position au sein d'un grand constructeur de camions. Et une chose, moi, qui m'anime, c'est tout le temps de m'assurer qu'on raisonne qu'on met rien en concurrence, mais qu'on utilise tous les moyens à notre disposition pour transporter des personnes ou des marchandises. Parce que des fois, certains peuvent avoir la tendance d'opposer les moyens. C'est assez contre-productif et Cara pousse réellement la notion de système de transport. Et un système de transport, par essence, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs solutions en fonction de l'endroit, du moment, du besoin. On ne transporte pas de la même façon sur une très grande distance et au sein du centre-ville de Lyon, quoi.
Oui, et en plus, en tant que président, vous êtes censé, et vous le faites tous, enfin, vous l'avez tous fait très bien, j'en suis sûre, et Gilles aussi encore actuellement, mais voilà, vous êtes censé représenter tous les adhérents et ne pas penser en tant que appartenant à un grand groupe, quel qu'il soit. Pour chacun d'entre vous, quelles ont été les réalisations les plus marquantes pendant vos mandats de président? On pense naturellement au projet Transpolis qui a émergé dès 2010. Philippe, vous pouvez nous en parler ? Alors, Transpolis, à l'origine, c'était de la mutualisation, la mise en commun de moyens d'essai, que ce soit à partir de numérique jusqu'à des essais pratiques sur des pistes. Donc, les adhérents ont mis en commun, notamment Renault Trucks et Linereds à l'époque, des pistes de crash, des pistes d'essai. Au fur et à mesure, ça a évolué. Maintenant, Transpolis est une société à part entière qui a construit même d'autres moyens d'essai pour tous les systèmes de sécurité qui existent aujourd'hui sur les transports en commun de marchandises et de personnes. Donc c'était une très belle réussite, une très belle aventure. Et c'est vrai qu'on est assez fiers de ça. Et aujourd'hui, ça vit très très bien. Et voilà. Donc ça, c'était dans les années 2008-2009. Et l'UTB était à l'origine du projet. Gilles, vous pouvez compléter peut-être ? Oui, alors d'abord Transpolis SAS en tant qu'entreprise est membre de CARA maintenant et est représenté dans la gouvernance. Donc ça, c'est quand même un beau succès. Et effectivement, Transpolis a été incubé, donc il y a une innovation. Le projet a démontré la viabilité de la proposition et ensuite s'est développé et a fait cette entreprise qui aujourd'hui est une belle entreprise où effectivement le groupe Volvo en fait toujours partie. Mais la région aussi a rejoint le tour de table de Transpolis. C'est l'exemple à partir d'une idée, d'une mise en commun de moyens, on crée une entreprise qui maintenant vole de ses propres ailes. Je pense qu'on peut mentionner aussi parmi les projets, alors c'est un projet qui est moins, c'est technique, mais c'est des projets de structure, d'organisation, puisqu'il y a eu plusieurs regroupements, plusieurs fusions. LUTB a fusionné avec RAAC, puis ensuite est devenu CARA, et ensuite CARA a fusionné avec le cluster MAD. L'intérêt, à chaque fois, ça a été de rajouter des briques de compétences. On passe d'un simple pôle de compétitivité à pôle plus cluster. Et on rajoute à un moment une filière très dynamique en cours de développement, qui était celle des mobilités actives. Avec un enjeu pour nous, à l'époque, c'était de faire en sorte qu'on puisse intégrer les mobilités actives sans les dissoudre, entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles continuent à se développer. Et je crois que, alors c'est peut-être pas à moi de le dire, mais nos collègues qui sont autour de la filière mobilité active sont très très actifs, c'est le cas de le dire, et sont satisfaits de la façon dont ça a été intégré. Et il y a un certain nombre de collaborations qui existent entre les petites entreprises, parce que c'est beaucoup des petites entreprises du monde du vélo et d'autres entreprises du pôle. Donc ça fait partie des projets aussi de croissance du pôle. Oui, et l'enjeu était de donner toute sa place à cette filière aussi de petits acteurs parmi des gros, par exemple, du véhicule industriel. Par exemple. Et vous, Yves, est-ce que vous avez en tête des réalisations, des projets marquants qui ont émergé pendant votre présidence ? Alors, outre tout ce qui vient d'être dit et qui rappelle une histoire, d'ailleurs postérieure à mon mandat, il y a d'une part le démarrage, l'aspect pionnier, qui a fait qu'on s'est quand même développé assez rapidement, étant en gros 90 après la première année. Et parmi les réalisations que je voudrais mentionner, ayant observé une relativement faible habitude de breveter chez les petites entreprises pour des raisons économiques qui sont évidemment faciles à comprendre, nous avions décidé d'engager avec l'Institut national de la propriété industrielle une démarche qui a conduit à un accord qui permettait de rendre gratuite, on va dire, la première année de recherche d'antériorité pour permettre à des entreprises de petite taille de pouvoir ensuite s'engager dans la démarche de brevet, étant précisé que l'idée était que rien n'est plus terrible que de se faire voler son travail. Donc il s'agissait de les aider à se protéger et de cette manière-là, nous avons pu signer un tel accord sous l'égide du ministre de l'Industrie à l'époque. Et je crois qu'il a perduré quelques années. Oui, parce qu'à l'époque, les entreprises avaient moins l'habitude, effectivement, moins l'habitude, moins le travail. réflexe, moins la culture, et surtout étaient largement handicapées par le coût de la démarche, surtout si on veut breveter
sur une zone géographique assez large, suivant les différentes formules qui peuvent exister. Donc ça les aidait, et c'était bien l'esprit du pôle à l'égard des TPE, PME. Alors, vous êtes tous des experts dans vos domaines. Racontez-nous comment, en 20 ans, les systèmes de transport ont évolué. Quels sujets, quelles thématiques majeures vous avez vu naître, vous avez vu émerger durant vos mandats? On parle de véhicules autonomes, de décarbonation, de digitalisation, voilà, d'électromobilité aussi, Philippe, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais, clairement, Magali, je citerai en premier vraiment l'électromobilité, donc le fait d'avoir des bus électriques. Un bus, ça pèse 12 tonnes à vide. Je parle des plus petits, enfin des véhicules standards. Donc il faut à peu près 10 fois l'énergie de batterie qu'on a sur une voiture particulière pour qu'un bus électrique fasse 300-400 km par jour. Et à cette époque-là, c'était pas du tout ça. Les batteries étaient encore à leur balbutiement, et les smartphones ont fait évoluer ça de manière drastique, hein, vraiment, avec les technologies lithium-ion qu'on connaît maintenant. Mais entre 2012 et 2016, c'était vraiment le tout début, avec des technologies nickel-cadmium, des choses qui permettaient tout juste à des bus de faire 100 km, ou des camions la même chose. Donc voilà, on a tellement progressé depuis ces temps-là, où maintenant, la plupart des bus urbains sont maintenant électriques. Ça devient commun. Alors qu'en fait, à l'époque, c'était pas du tout évident. On a beaucoup travaillé aussi sur la pile à combustible, hein, sur l'hydrogène, qui permet aujourd'hui de faire rouler des véhicules avec cette technologie-là. Les enjeux sont plus trop dans les véhicules, mais plutôt dans la distribution maintenant de l'énergie. Mais bon, voilà, les véhicules, en tout cas, ils sont prêts. La technologie existe aussi bien pour les camions que pour les bus. On a beaucoup aussi travaillé sur la modularité, la flexibilité des systèmes de transport pour rendre les systèmes plus souples. Puis bien entendu, les véhicules autonomes, qui a eu beaucoup d'études dans les années 2015, 2000. Et puis maintenant, voilà, il y a de plus en plus de systèmes comme ça de ce type-là sur les véhicules lourds, bien sûr sur les voitures particulières, mais sur les véhicules lourds aussi. Et quelquefois, les véhicules lourds sont même en avance au niveau normalisation par rapport aux véhicules particuliers sur ces aspects-là. Donc c'est important d'avoir travaillé là-dessus. Moi, je résumerai il y a toute la partie décarbonation, réduction des émissions des véhicules, que ce soit les émissions locales, les polluants typiquement dans l'air des villes, ou le carbone qui pollue la planète. Et derrière ça, on a vu on a vécu, on vit toujours un peu des changements de pied. Alors tout électrique, tout hydrogène. Et puis là, maintenant, apparemment, tout le monde commence à comprendre que ça sera ni ou tout l'un ou tout l'autre. Ça sera probablement un mélange de l'ensemble des solutions pour pouvoir assurer une vraie couverture des besoins en termes de transport. Avec évidemment les véhicules, même avec des moteurs à explosion, on peut faire des véhicules à zéro émission, puisque c'est ça l'objectif, c'est pas tellement la technologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a défendu depuis toujours au sein du pôle. Il n'y a pas de diktat technique, il y a des solutions pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et la décarbonation des transports, c'est quelque chose de fondamental. Il y a un certain nombre de soutiens, et c'est toute la partie digitalisation. Et pour faire des systèmes comme les ADAS, il y a de la digitalisation dedans. Donc on parle beaucoup de l'automation, c'est quelque chose qui arrivera, mais peut-être pas à la vitesse que pensaient certains. Mais aujourd'hui, un véhicule moderne se rapproche d'un véhicule automatisé, et comme le disait Philippe, pour les transports lourds où les chauffeurs restent au volant encore plus longtemps que les voitures, tous ces moyens qui s'appellent donc des assistances, des aides à la conduite, sont réellement fondamentaux, puisque ça leur permet de réduire la fatigue du chauffeur, tout en assurant la sécurité des usagers, que ce soit le chauffeur lui-même, les autres usagers de la route. On voit aussi arriver tout ce qui est la protection de tous les ensembles, de tous les usagers de la route. C'est des choses qui ont été regardées dans beaucoup de projets collaboratifs. Comment on évite qu'un véhicule vienne percuter, même s'il n'a pas vu un cycliste, par exemple. C'est des choses qui ont été dans des projets collaboratifs depuis le début, puis qui aujourd'hui deviennent réglementaires dans les véhicules, que ce soit les voitures ou les poids lourds. Et puis moi, je rajouterais un point, c'est le fait de jumeler les moyens. C'est de pouvoir transporter une marchandise d'un point A à un point B en utilisant plusieurs moyens. C'est pour ça que la notion de filière qu'on a au sein de Cara est importante, et que maintenant on passe une étape supplémentaire, on essaye de faire en sorte que les filières travaillent réellement entre elles, puisqu'on a des groupes d'experts du transport de marchandises, du transport de personnes, des experts des mobilités actives, et on essaye de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Même chose avec le ferroviaire. Donc c'est ça probablement qu'on voit de plus en plus. Après, il y a des choses qui n'ont pas eu lieu, comme par exemple, il y a des gens qui avaient prédit qu'il n'y aurait plus que des transports par container et des camions porteurs, et plus de tracteurs 4x2. Ou des taxis volants. Ou des taxis volants, par exemple. Et vous, Yves, quels étaient les sujets d'importance en 2005 ? Les sujets qui viennent d'être évoqués n'étaient pas encore
autant, j'ai failli dire la mode, n'était pas encore autant d'actualité. En revanche, ce qui démarrait, c'était toute l'assistance à la conduite, qui avait déjà commencé un peu avant la naissance du pôle, et qui s'est développée à ce moment-là avec l'électronisation des véhicules, et puis tout ce qui a été pris en compte du besoin du chauffeur, et tout ce qui pouvait l'aider à la conduite. Ça a été un des points de départ, à peu près à ce moment-là. Voilà. Alors, quand on parle du développement du pôle, on pense en premier lieu au nombre d'adhérents qui a augmenté significativement, puisqu'on est passé d'une 60aine d'adhérents en 2006. Yves, si vous corrigez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, on a près de 430 adhérents. Donc ça, voilà, ça fait partie du développement du pôle. Mais on pense aussi à l'arrivée de nouvelles filières. Gilles, vous en avez parlé un petit peu juste avant, notamment le ferroviaire et le vélo qui ont été intégrés à Cara en 2022. Je rappelle que la filière principale en 2005, c'était le véhicule industriel. Alors, comment, selon vous, ça reflète l'évolution du secteur des mobilités, particulièrement en région, mais aussi de manière plus globale? Pour vous, qu'est-ce qui semble important à relier ces 6 filières au sein de Cara et surtout essayer de les faire travailler ensemble? En fait, il n'y a qu'à regarder un peu ce qui se passe dans une ville aujourd'hui. Pour aller d'un point A à un point B, les gens n'utilisent plus que leur voiture ou plus que le bus ou le métro, mais ils utilisent en fait une série de solutions qu'ils essaient de mettre les unes à la suite des autres, notamment pour faire le premier ou le dernier kilomètre. Donc le fait de mettre ensemble dans une même structure les véhicules lourds qui permettent effectivement de faire beaucoup de kilomètres en étant confortable, mais aussi les trottinettes ou les vélos en libre-service, etc. Ça permet d'adresser cette mobilité globale qu'on appelle maintenant mass, mobilité as a service, qui sont gérés souvent par des applis, même au-dessus même des autorités organisatrices. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé pour l'avenir. Il n'y a pas une solution unique, mais une multitude de solutions qui, les unes avec les autres, permettent aux usagers d'être plus efficaces dans leur mobilité quotidienne, en fait. Et si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver dans des situations où on oppose les moyens en disant non, il faut plus du tout avoir de voiture, il faut avoir que des bus, ou faut plus avoir du tout de bus parce qu'ils sont trop gros, il faut avoir que des vélos. En fait, c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de trouver ce qui est la bonne solution au bon endroit, au bon moment. Et on a besoin de l'ensemble de ces solutions. Et dans Cara, on essaye de faire en sorte que les acteurs des différentes filières partagent leurs forces, ce qu'ils font très très bien, et puis récupèrent des autres, s'inspirent des autres sur un certain nombre de domaines où ils sont pas encore compétents ou développés, où ils sont en recherche de nouvelles solutions. Et les enjeux pour l'avenir, c'est certainement aussi la partie communication entre tous ces systèmes. On parle beaucoup de V2X, véhicule 2X étant, ça peut être un autre véhicule, ça peut être l'infrastructure, ça peut être des feux rouges, ça peut être, à terme, chaque système indépendant est capable de bouger, mais maintenant il faut faire communiquer tout ça, d'où l'importance de la mise à disposition aussi de la data, de manière à ce que tout ça devienne un système global, communicant et capable justement d'adresser le besoin des usagers. Donc en 2018, LUTB est devenu Cara. Donc la structuration et la vision stratégique du pôle ont été revues et retravaillées. Alors je m'adresse peut-être plus particulièrement à vous, Gilles, mais pouvez-vous nous expliquer de quels constats et de quelles réflexions sont issus ces changements ? Alors bon, déjà pour commencer, mon illustre prédécesseur Bernard Moda aurait mieux répondu que moi à la question. Je vais essayer de ne pas le trahir. Ce qui était important, et c'était un moment où il y avait des nouvelles relabellisations qui allaient arriver, il y avait une focalisation vers la dimension européenne pour plein de raisons. Notre activité économique est maintenant à l'échelle du continent. Et puis il y a un côté un peu pragmatique, c'est qu'il y a aussi des financements qui sont européens. Donc il fallait à la fois développer le pôle en termes de taille, il fallait le développer vis-à-vis de l'Europe, il fallait le développer plus vis-à-vis du développement économique. Donc c'est pour ça qu'avoir un cluster mêlé avec un pôle était intéressant. Le changement de nom, c'était aussi pour simplifier. Pour avoir une nouvelle identité. Il faut reconnaître que LUTB et RAC, c'est un peu long, c'est pas super facile à prononcer. Cara, c'est plus simple. Et donc la vision de la dimension systémique, multifilière, a vraiment été formalisée à ce moment-là. Et avec aussi une dimension, l'Europe
c'est aussi important que ce qu'on fait au niveau local, et on peut citer la métropole, ce qu'on fait au niveau régional, qui est notre terrain de jeu principal, avec le soutien de la région, mais aussi l'Europe, où on sait qu'il y a des financements intéressants, et puis surtout des projets intéressants, puisque le transport de marchandises ou le transport de personnes se fait souvent à l'échelle du continent. Mais ça a été un moment aussi assez compliqué, où il y a eu pas mal de remises en cause, de candidatures à des projets qui ont amené beaucoup d'énergie et de travail, hein. Magali, tu dois t'en souvenir. Pas toujours avec succès, mais à mon sens, moi, quand je suis arrivé juste après, on voyait que tout ça avait bien été mis en place, et je ne veux pas dire que tout était parfait, mais la structure était bien présente. Vous qui êtes toujours impliqué dans la stratégie du pôle, quelles sont les ambitions de Cara pour les prochaines années ? Je dirais que la première ambition, c'est pas nécessairement de grossir en termes de nombre d'adhérents. On court pas après ça, on préfère avoir un nombre stable d'adhérents, fidèles. C'est déjà un certain travail. On l'a mentionné au début, il fallait convaincre, ça reste toujours vrai. Sauf que là, on parle avec plus de 400 adhérents. Heureusement, on a une base très large d'adhérents qui sont très fidèles. Donc c'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Aujourd'hui, on a une taille qui est significative. C'est vraiment de continuer à travailler sur cette vision intersystème, d'être capable d'apporter des soutiens à nos adhérents dans les domaines de la décarbonation, de la digitalisation, avec cette approche multisystème, multifilière. Tout le monde le sait, un pôle de compétitivité est cofinancé privé-public. On essaye de viser 50-50 entre les deux approches. Ça sera une surprise pour personne. Les financements publics sont beaucoup remis en question. Et donc, pour un pôle comme Cara, il est aussi important de revisiter ses propres moyens, comment on fait vivre la structure, comment on anticipe des diminutions ou des stabilisations des soutiens publics. Et on travaille déjà activement sur quelles sont les solutions pour bien pérenniser le pôle dans son activité. Il ne faut jamais oublier que le pôle, aujourd'hui, c'est devenu une petite entreprise d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est une structure qui apporte beaucoup, mais il faut aussi qu'on entretienne. Et puis, je pense que c'est de réussir cette combinaison des différents modes de transport, continuer à développer des modes qui n'étaient pas connus, comme par exemple, pas anticipés il y a quelques années, comme tout ce qui était mobilité douce, et qui s'impose quand même comme quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans nos villes, mais toujours avec le soutien des moyens plus lourds pour la massification des transports, parce que transporter tout ce qui va rentrer dans la ville de Lyon en vélo cargo, ça va faire beaucoup de vélo cargo, et c'est pas sûr qu'il rentre dans les rues. Donc il faut trouver ce bon équilibre en mettant la bonne solution au bon endroit, et on a beaucoup d'outils. Et voilà, moi je rajouterais aussi réussir à maintenir cette dynamique entre les petites et les grandes entreprises. On rajoute une corde à l'arc de Cara qui est d'aider des startups à se développer. Donc dans ce qui est notre champ d'action de pôle de compétitivité, mais l'idée c'est de faire en sorte que les startups à différents stades de leur existence puissent bénéficier du soutien du réseau important qui est derrière Cara, soit pour les aider à éviter de faire certaines erreurs qui des fois sont tragiques pour une start-up, et puis ça a un intérêt pour à la fois nos collectivités, notre région, c'est que toute start-up qui se développe, c'est de l'emploi, c'est de l'activité, et c'est ça aussi qu'on cherche à faire en apportant ce soutien aux startups qui nous contactent. Ça c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place cette année. Yves et Philippe, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que votre vision du pôle de l'époque a évolué dans votre sens ? Voilà, est-ce que vous avez des suggestions aussi ? Je crois que le souci de prendre soin des adhérents, c'est vraiment le point numéro 1 qui nous a occupés tous depuis le début. Et puis les technologies, elles progressent évidemment au fil du temps. On a fait beaucoup de choses en 20 ans, c'est clair. Maintenant, les enjeux technologiques, ils sont encore là, mais il y a aussi des enjeux d'organisation, parce que on parlait de la décarbonisation tout à l'heure. Les technos, elles existent. Maintenant, il faut juste mettre en place les bons objets au bon endroit pour traiter la pollution locale, globale en même temps. Et ça, c'est pas le plus facile à faire. Notamment, la Commission européenne a émis pas mal d'hypothèses sur le sujet, nous contraint assez quand même. Donc c'est bien pour la planète évidemment. Après, en tant qu'industriel, il faut qu'on s'adapte à tout ça en mettant en place des solutions qui soient conformes à ces enjeux. Ce que je viens d'entendre est tout à fait satisfaisant, puisque la philosophie de départ du pôle, non seulement s'est maintenue, mais s'est développée. Et ce qui vient d'être dit, notamment à propos de l'aide aux startups, ça correspond tout à fait à ce qui était visé, d'apporter de la part des grandes entreprises ce soutien en même temps que cette expérience
de ce qu'il faut faire et peut-être aussi de ce qu'il ne faut pas faire, si j'ai bien compris. Ça, c'est le cœur même de ce qui était voulu. Alors, quel est votre meilleur souvenir de votre présidence ? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué spécifiquement, Yves ? C'est toujours difficile de sortir un souvenir. Je pense que le meilleur souvenir, c'est effectivement quand on a dépassé les 50. Ça peut vous paraître... Les 50 adhérents. Ça peut paraître un peu faiblard, eu égard aux chiffres que je viens d'entendre. Mais je revois le directeur de l'époque, Pascal Nief, auquel je tiens à rendre hommage pour son activité, est venu me dire on a passé les 50 de toute taille. Bon, beaucoup de petits, de toute taille. Et le fait d'avoir pu les convaincre de ne pas avoir peur des gros, mais au contraire de mesurer ce qu'ils pouvaient leur apporter, était une vraie satisfaction. Donc ça, c'est un excellent souvenir. Puis l'autre souvenir, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est la signature de l'accord avec l'INPI sur la propriété industrielle. Des beaux souvenirs, effectivement. Et vous, Philippe ? Ouais, j'aurais du mal à citer un meilleur souvenir. Par contre, plusieurs moments très agréables, notamment des contacts lors d'assemblées générales ou de think tanks, qui sont des réunions entre adhérents sur une thématique donnée. Ça a permis à pas mal de technologies d'évoluer et de créer du lien entre tous les adhérents. Et c'est les relations humaines, le tissu de relations qu'on s'est créé à ce moment-là, qui restera en fait en ma mémoire sur ces 4 années de présidence. Oui, et on peut rappeler que vous êtes aussi à l'origine des think tanks, puisque vous étiez, avant d'être président, directeur de programme d'innovation au sein de LUTB. Et donc, vous avez contribué à mettre en place ces temps d'échange techniques et spécifiques pour les adhérents. Et vous, Gilles, votre meilleur souvenir depuis 2019 ? C'est celui que je ne peux pas encore citer, c'est celui qui va venir, puisque je suis encore en service. Non, moi, je resterai aussi sur les personnes. Je pense qu'il y a plein de bons souvenirs, mais c'est surtout des rencontres. Pour l'anecdote, j'ai commencé à m'impliquer dans Cara après une longue carrière au sein d'un très grand groupe. Et je me suis quand même dit, mais c'est vrai qu'il y a une vie en dehors du groupe. Et ça a été beaucoup grâce à ces rencontres qu'on a pu faire. Mentionner les gens de l'IFPEN, les gens d'Iveco. Et c'est vrai, le monde de la recherche et de l'enseignement que je ne pratiquais pas, et ça amène une richesse. Et puis plus récemment, Cara a organisé ses Mobility Tech Days, très très bien organisé, merci Magali, très beau succès, merci à ton équipe, et je retiendrai la rencontre, puisqu'on avait invité Vincent Gère à intervenir, ancien champion olympique, et ça a été un moment très intéressant, et c'est ce que permet aussi une structure comme Cara, c'est de créer ces rencontres à l'occasion d'événements que nous organisons. Effectivement, Vincent Gère, champion olympique de biathlon. Exactement. Et avec une intervention inspirante. Voilà, on arrive au terme de cet échange. Alors, pour finir, j'aimerais vous demander à chacun de me citer 3 mots qui reflètent pour vous LUTB/Cara aujourd'hui. Yves, je vous laisse commencer. Oui, 3 mots comme ça qui me viennent spontanément après ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai vu. Dynamisme, enthousiasme, indispensable, et réussite. Merci. Philippe ? Alors, moi, je dirais partenariat en premier, échange ensuite, et solution. Et enfin, Gilles ? Alors pour moi, ça sera transport, collaboration et passion. Que de belles choses. Merci à vous 3 de vous être prêtés au jeu de ce podcast. C'était vraiment très enrichissant de vous avoir, vous Yves, qui êtes à l'origine de la création du pôle, et puis vous aussi Philippe et notre président actuel Gilles. Merci à tous les 3 pour votre temps et nous avoir fait partager l'histoire du pôle. Merci. Merci Magali. Merci. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.